Tiens, donc alors, on va commencer par l'entrée. Donc le panier de légumes au saumon mi-cuit. Donc simplement, on a pris du cadaïf. Qui sait ce que c'est le cadaïf? Donc, c'est une pâte, tout à fait. Donc c'est oriental, voilà. Mais ça ressemble beaucoup à la pâte à filo, en fait. C'est une pâte très fine, vous voyez ici, qui sèche très vite à partir du moment que ça prend l'air. Donc c'est important de la travailler vraiment au dernier moment ou alors la cuire comme on l'a fait là. Donc là simplement on a pris le rouleau de pâte à cadaïf. Au couteau simplement j'ai sorti des petits filaments. On l'a effiloché. On a formé des nids dans un moule. On l'a beurré avec du beurre fondu ou alors on prend de l'huile d'olive par exemple. On les a mis au four jusqu'à l'obtention d'une belle couleur. Donc à partir de là simplement on a un nid, d'accord, qu'on va démouler après. Ça moi j'utilise beaucoup quand j'ai des repas, des tablées assez nombreuses. Pourquoi? Parce que ça permet de finaliser, comment dire, simplement un panier de légumes avant en amont. Donc j'ai juste à réchauffer et je prends une fois, je mets les différents légumes au même moment et ça fait quelque chose de joli au fait. Le cadaïf a l'avantage d'être moelleux et croquant en même temps, donc ça se mange assez bien. C'est pas comme des spaghettis un petit peu trop durs ou ce genre de choses. Et il y a très peu d'assaisonnement à faire, c'est déjà assez salé quand même, on va dire. De ça, on a pris des légumes. On a pris des carottes, du poireau. J'ai fait un petit changement, en l'occurrence j'ai pris des petits pois à la place des haricots. On n'est pas trop dans la saison des haricots ni des petits pois, donc j'avais le choix de prendre du surgelé, je préférais les petits pois que les haricots surgelés. Je trouve ça meilleur. Et sur la recette, on aurait utilisé les haricots frais, qu'on aurait coupé en petits morceaux vraiment tout fins, et on les aurait mangés crus dessus. Donc c'est beau ça. Là j'ai bifurqué un petit peu. Donc on a récupéré le blanc du poireau, épluché, lavé, coupé en julienne. Carottes épluchées, lavées, coupées en julienne également. On en a réservé 3 de côté des carottes. Enfin, on en garde une, vous savez, pour la proportion de ce qu'on voulait faire. Voilà. On a fait avec les carottes que j'ai mis à côté, on y a fait des filaments à l'aide de l'économe. Simplement, vous voyez, des fines tranches comme ceci. On a fait tomber les poireaux. On a commencé par ça. J'ai incorporé les carottes. On y a mis les petits pois. En l'occurrence, si j'avais pas eu les petits pois, j'aurais rien mis de plus, on va dire. J'ai déglacé avec le vin blanc. Ça, c'est pas sur la recette, par contre. Donc, à mi-hauteur des légumes, d'accord? À mi-hauteur. Vous mouillez à peu près après avec de l'eau à hauteur. Donc l'eau, j'ai pris de l'eau avec un peu de poivre, un peu de sel et un peu de bouillon. Ce que vous avez sous la main, on met à hauteur. On couvre avec un papier sulfurisé. On fait l'emporte-pièce. Pourquoi le papier sulfurisé? Je lisais sur ta bouche. Au fait, le papier sulfurisé permet que la vapeur s'évapore. Si tu mets un couvercle, la vapeur se condense et elle retombe. Donc, donc en finalité, le bouillon il ne descend pas au fait. Donc là, ça permet l'évaporation du bouillon simplement. Voilà, tout simplement. Voilà. À cuire, ça continue à réduire et il y a l'évaporation. Donc du coup, à un moment donné, sur la recette, j'ai marqué jusqu'à l'évaporation totale du liquide. Donc ça, c'est à surveiller au début, il n'y a pas de problème, mais à la fin, il faut quand même mettre à côté parce que ça peut accrocher rapidement. Voilà. Une fois que ça s'est cuit, simplement, on va le mettre joliment au centre. À côté de ça, on a pris le saumon. Donc là, c'est important de prendre un saumon de qualité et frais parce qu'on le fait en mi-cuit. Qui dit cru, cuit, c'est quand même important d'avoir quelque chose de frais. Donc avoir confiance en son poissonnier. Donc on prend soit du dos de saumon, soit du cœur de saumon, des pavés de saumon, quelque chose de pas trop gras, où on enlève la peau, des arrêtés en l'occurrence aussi. Pour ceux qui étaient là, donc là le saumon il est là, tout simplement on y a enlevé également, souvent quand on enlève la peau il y a encore un excédent de noir en dessous. Ça on l'a enlevé aussi parce que c'est pas terrible au goût et c'est pas appétissant. Donc ça on l'a enlevé. On a fait des tronçons d'un demi-centimètre à peu près d'épaisseur, pardon. Et on les a mis au frigo. À côté de ça, on a fait la marinade. Donc pour la marinade, j'ai vraiment respecté scrupuleusement la recette, sauf dans les proportions. Mais les ingrédients ont été respectés. Donc on a pris les citrons verts, on les a zestés, d'accord? On les a pressés, donc pour récupérer le jus de citron. On y a encore, donc quand on avait fait ça, on y a mis l'huile de sésame, on y a mis du miel, sel, poivre, d'accord? Après ça c'est un petit peu à convenance, si on aime bien quand c'est un peu plus citronné, on met un petit peu moins de miel. On goûte un petit peu, on voit où on veut aller on va dire. Mais c'est fort sympathique le mélange miel, citron, huile de sésame, c'est quelque chose d'assez harmonieux qui adoucit le poisson, qui apporte ce qui est... J'ai mis un peu de sel poivre pour l'assaisonnement forcément. Et on a mis à mariner, grosso modo, on le laisse un quart d'heure à peu près. Donc là, on est quasiment bon, donc là on va les faire poêler rapidement après. Juste une petite coloration rapide. Du coup, les personnes qui sont vraiment réticentes au cru,
ils ont plus ce côté cru d'aspect. Déjà le frein visuel, ce qui est des fois important, disparaît déjà. Et donc on a ça, simplement on laisse à température ambiante. Donc on aura notre panier de kadaïf au milieu de l'assiette, d'accord? On va y mettre joliment les légumes au milieu et nos quelques morceaux de saumon mi-cuit dessus. Ça je mettrai juste un tout petit peu, légèrement, juste à tiédir parce que c'est meilleur quand même un petit peu chaud qu'à température. Et une petite pluche d'aneth au dernier moment dessus, juste pour rappeler, pour que ça fasse joli simplement, voilà. Donc on aura quelque chose de très bien léger pour cette période-là en entrée. C'est également quelque chose qui se marie très très bien au moment de période estivale, été, ce genre de choses. On a quelque chose comment dire, un peu esprit agrumes, ce genre de choses, ça se marie très très bien. Pour le plat, j'ai commencé par la polenta. Donc simplement, s'il vous plaît, un petit peu d'attention. Donc pour la polenta, il y a différentes recettes. Ce que vous retrouvez le plus souvent, ou la plus coutumier on va dire, c'est vraiment de l'eau ou un bouillon. D'accord? Moi personnellement, j'apprécie pas la polenta comme ça, je la préfère plus douce, plus moelleuse. Donc je prends que du lait. Que du lait. Donc là en l'occurrence, pour un demi-litre de lait, c'est 100 g de polenta simplement. Donc là j'ai fait 1 litre, j'ai mis 200 g. Donc je fais chauffer mon lait jusqu'à ce que ça soit frémissant ou avoir une ébullition. Je mets de côté, je saupoudre avec la polenta, je l'incorpore petit à petit, vraiment comme une fontaine, et je mélange jusqu'à assèchement, c'est-à-dire à un moment elle va prendre, elle va gonfler, forcément, un petit peu au début, pour mélanger pour que ça ne fasse pas une pâte au fond tout de suite, parce que si tu vas à ébullition, ça se compose, voilà. Après voilà, une fois qu'on a incorporé toute la polenta, on retourne sur le feu. On attend que ça gonfle, ça va gonfler petit à petit. Et d'un seul coup, au moment où vous donnez les coups de fouet, ça s'épaissit et vous voyez le fond en fait. Ça vient avec. Là, à ce moment-là, on stoppe, on va hors du feu au fait. À côté de ça, simplement, j'ai des olives à la grecque. Je les ai coupées en petites rondelles. Je les ai incorporées dedans à la spatule. J'ai pris un plat. J'ai mis du papier cello frais, d'accord? J'ai mis ma polenta dedans et je l'ai aplati pour faire un plat de polenta au fait. Tout simplement sur la même épaisseur partout. Une fois que c'est froid, je l'ai démoulé. À l'emporte-pièce, on a sorti des formes. Vous aurez un demi-centimètre, grosso modo. On aurait pu le faire plus épais, hein. Ça dépend de la quantité que vous avez, de ce que vous voulez faire, on va dire. Ça n'a vraiment pas d'importance, vu que c'est cuit, on va dire, vous auriez pu manger la polenta à ce moment-là déjà, hein, c'est pas un problème. Elle est cuite, elle est déjà bonne. Mais par contre, si on y apporte une cuisson, on va dire un croustillant dessus, moi personnellement, je l'apprécie encore plus, on a ce côté croquant qui est un petit peu meilleur et ça ressort un petit peu mieux. Donc j'ai mis également le beurre à faire fondre dedans, au moment où je mets les olives dedans pour apporter un petit peu d'onctuosité. Ça j'ai oublié de vous le dire. Donc à la poêle, idéalement anti-adhésive, là en l'occurrence on ne l'avait pas, on y met un petit peu d'huile d'olive, ça se marie très bien avec la polenta. On y apporte une belle coloration, pas trop forte, recto verso. Là ici c'est les restes au fait à l'emporte-pièce, forcément il y a des petits restes. C'est dommage de jeter, on le mettra sur un plat pour ceux qui veulent un petit rab. Du coup voilà, ils ont ça. Donc ça à ce moment-là, on pouvait le mettre au frigo, les garder 2-3 jours au frigo, ça pose pas de problème. Il n'y a plus qu'à chauffer au four au dernier moment. Ok? Largement, ça 2-3 jours au frigo, ça bouge, aucun problème. À côté de ça, on a notre viande. Alors, zou. Le saltaboca. Donc là, je vais me mettre ici. Zou. Donc là, en l'occurrence, je vous répète éternellement et insatiablement la même chose. La viande, c'est important de la sortir du frigo en amont. Quelle est la température ambiante à partir du moment qu'on la travaille? Ça, c'est vraiment une des premières règles à essayer de respecter parce que sinon, on passe déjà à côté de l'essentiel, entre guillemets. Le saumon, tu peux le remettre au frais si tu veux. Donc, on prend notre escalope de veau. En l'occurrence, là, c'était du quasi qu'il a pris, je crois. Noix de veau, j'avais pas vu le nom, mais ça passe. Donc, la noix de veau. Donc, coupée en fines tranches chez votre boucher. Vous la sortez pour qu'elle soit à température. Soit vous la mettez entre deux papiers silpatch ou entre deux papiers cello frais, vous la tapez avec une planche, on appelle ça un grand couteau. Ou alors moi j'ai pris simplement voilà, et en bas, idéalement voilà, pour commencer déjà ça. Mais c'est important de la taper pour une chose, vous allez casser les fibres. Du coup vous avez déjà quelque chose de beaucoup plus tendre déjà. Donc une fois que ça c'est fait, vous avez votre jambon fumé, là on a pris jambon pays je crois, c'est ça, jambon fumé
vendez voilà, quelque chose prenez un bon jambon, vous auriez pu prendre du jambon parme, vous auriez pu prendre du laos, vous auriez pu prendre, quelqu'un m'a dit quelque chose, un jambon corps, voilà. Ça c'est vraiment en convenance, on va dire, ça peut fonctionner, hein, franchement. Après, il faut incorporer d'autres choses encore. Il faut mettre un peu plus de fromage pour que vraiment ça se diffuse un petit peu mieux, on va dire. Mais on peut quasiment tout y mettre. Mais par contre, après, on va terminer après, c'est important à partir du moment qu'on met du jambon fumé, c'est salé. Donc on y met très peu de sel sur la viande après, ça suffira largement. Voilà. Donc là, simplement, on y prend notre tranche d'escalope de veau, on l'étale sur quelque chose de plat. On prend notre jambon fumé, bien sûr, on a enlevé la couenne parce que ça c'est pas bon. On dispose joliment dessus. Là, en l'occurrence, sur la recette, j'ai mis un morceau de mozzarella. Ça, j'avais oublié de le mettre. Et on a mis simplement une feuille de sauge. La sauge, n'en mettez pas trop. La sauge, c'est bon, mais c'est fort. Mais la sauge dégage uniquement une odeur très forte à partir du moment que ça atteint des températures assez fortes. Si vous mangez une feuille de sauge froide ou en marinade, c'est pas si fort que ça. Mais à partir du moment que vraiment en sauce, il y a eu une ébullition, là vous montez vraiment à 200 degrés, là ça dégage des odeurs très fortes. Voilà. Non, là j'ai mis ça apporte du crémeux, ça apporte de l'onctuosité. Voilà. C'est surtout pour ça, on va dire. Ensuite, on la roule. Idéalement, on la pique au niveau de la jonction avec un cure-dent pour éviter que ça s'ouvre. Et on la fait colorer à la poêle. Toujours pas de sel, toujours pas de poivre. Donc à partir de là, je la plaque. Sur la recette, je laisse dans la casserole et je fais la sauce. Mais vu qu'on a un plus grand nombre, c'est plus compliqué de faire ça dans la poêle. Donc là, j'ai mis ça à part dans un plat de gastro. Sur la poêle, on a forcément les sucres parce qu'on a fait revenir. Je les glace au vin blanc. D'accord. J'y mets un temps pour temps. On va dire grosso modo, vous mesurez, vous mettez un demi-litre de vin blanc, vous mettez un demi-litre d'eau. D'accord. Une fois qu'il y a une ébullition, j'ai mis un demi-litre de crème. Donc là, on est à 1,5 litre. On en est à ce stade-là, simplement. Donc là, je vais laisser réduire après tranquillement pendant qu'on prend l'apéritif. Donc ça va sur le coin du feu, ça va réduire, ça va se condenser. Je vais rectifier l'assaisonnement en sel-poivre. Si vraiment il manque un petit peu de peps, j'y rajoute un petit peu de fond brun. J'ai fait cuire à 120 degrés tranquillement pendant un quart d'heure à peu près. Et du coup, après, j'ai juste à couper en deux et on les présentera joliment sur l'assiette, sur la galette de polenta. Ensuite, il nous reste le dessert. Donc ça, vous verrez, ça a beaucoup plu. Hein. Il est gourmand, il est gourmand. Donc là, en l'occurrence, on a, s'il vous plaît. Donc là, on a, bon, je vais vous le montrer, on va vous montrer ça. Donc on commence par le biscuit forcément. Donc juste prendre les ingrédients de tête. J'ai pris des amandes, d'accord, qui sont épluchées forcément. Je les ai mis en poudre, d'accord. J'ai pas acheté là, on peut acheter de l'amande en poudre aussi. Et là, je l'ai broyé au mixeur. Simplement, ça va très vite. J'ai fait la pesée, donc un mélange de œufs entiers, poudre de noisette, farine, sucre. Farine, sucre, c'est la première recette. Et du beurre fondu. Et du beurre fondu et de la levure, voilà, tout à fait. Donc, vous faites le mélange simplement au fouet. Hein. Vous les mettez, comme je l'ai fait, simplement sur la recette, on fait une grande tarte. Là, j'ai fait des choses individuelles. Donc, pour faire des choses individuelles, il faut des moules. Donc là, simplement, j'ai pris un plat qui va au four, un papier sulfurisé sur le fond. J'ai mis les moules et j'ai réparti la masse de biscuits dans les différents moules. Au four, 180 à 210, ça dépend un petit peu les fours, un petit peu, c'est toujours variable un petit peu. Grosso modo, j'ai mis 10 minutes à peu près. Je ne sais pas combien j'ai marqué sur la recette, forcément. Voilà, là c'était un grand, voilà. Donc ça c'est à gérer un petit peu, suivant le visuel, un petit peu la couleur, pour pas que ça soit trop sec. On le démoule. À côté de ça, on a fait notre petit pralin maison qui est vraiment assez sympathique et qui est très facile à faire. Donc là, on y prend des petites crêpes dentelles. On les émiette grossièrement. On prend de la pâte à tartiner, Nutella ou si vous n'avez pas Nutella, vous prenez de chez Bockel la pâte Nutalsace, voilà. Voilà. On y fait fondre du chocolat blanc, donc soit au bain-marie, soit au micro-ondes. Attention au micro-ondes, ne pas monter trop en température parce qu'à partir du moment que le chocolat blanc monte en température, il devient tout sec en fait. C'est bizarre, mais il y a toute la graisse qui s'est évaporée et du coup on a une poudre pas bonne. Donc faut faire attention un petit peu. On mélange l'ensemble et du coup on a le pralin qu'on a mis sur le biscuit ici. Donc là, on a la base, vous voyez. À côté de ça, simplement, vous avez vu, on a encore refait une pesée avec jaune d'œuf, sucre,
J'avais marqué, comment j'ai formulé ça, la vanille, vanille liquide je crois. Ouais, là en l'occurrence j'ai pris des gousses de vanille, j'ai gratté. C'est le même principe, c'est pour apporter le goût de la vanille. Donc ça, je l'ai incorporé dans le lait. Donc au bain-marie veut dire de l'eau légèrement frémissante, un cul de poule adéquat qui va sur la masse d'eau, qui touche le fond et qu'on peut manipuler facilement. Donc là on bat simplement hors feu le sucre et le jaune d'œuf on le fait blanchir comme si vous vouliez faire une crème anglaise, c'est un peu le même principe. J'y mets la crème, enfin le lait plutôt, avec la gousse de vanille et je fouette ça simplement pour que vraiment jusqu'à obtention au moment donné où vous voyez que ça commence à s'épaissir. Vous allez me dire quelle température, si vous avez une sonde 80-85 degrés, c'est bon. Voilà, il faut que ça nappe la cuillère. Donc là, vous l'avez vu, pour celle qui était là, j'ai mis la cuillère en bois, un trait, c'est bon. On met à part. À côté de ça, on a fait tremper des feuilles de gélatine et on a préparé du chocolat noir et de la pralinoise. La pralinoise, c'est simplement du chocolat à base de praliné. C'est un mélange de chocolat praliné et chocolat blanc, je crois, si je ne me trompe pas. C'est un mélange de chocolat au fait, voilà. Donc ça, simplement, on l'y fait. Ouais. Enfin, je vous ai acheté marqué quelle marque parce que c'est plus facile à trouver, on va dire. Nestlé le fait aussi maintenant, mais à une époque, il n'y avait que Poulain qui le faisait. Là, ce qui est important, c'est qu'à partir du moment que votre crème anglaise elle est prête, directement après, vous y mettez la feuille de gélatine que vous dégoûtez légèrement parce qu'il faut que ça quand même à température pour que ça fonde et le chocolat également. Une fois que ça c'est adéquat, vous le mettez au frigo, de temps en temps, vous mettez un petit coup pour que ça refroidisse harmonieusement et que la prise soit bonne. On aura un petit peu de crème qu'on va ajouter au dernier moment, encore une fois qu'on va battre, ça va lui apporter un petit peu d'onctuosité. Et au dernier moment, on va napper simplement notre, voilà, le gâteau simplement. Du coup, ça fera comme un effet miroir dessus et une petite crème simplement. Et on a fait des, voilà, et on a fait des éclats de chocolat blanc pour apporter de la couleur encore au dernier moment. Voilà. Voilà. Ouais, ça a bien plu, c'est assez sympathique. Hein. C'est des recettes qui, gustativement, je pense que ça va faire un sans faute, ça va vous plaire. Pas très compliqué, qu'on peut à nouveau préparer en avance aussi, c'est important aussi.